Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours. Ici sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoires mystiques exclusives. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Bonjour à la famille DMG. N'hésitez pas à liker et de commenter. Voilà, j'ai deux histoires à te raconter. Mon histoire en première position et celle de mon papa. Pour ne pas pleurer au niveau de mon papa, je préfère te raconter d'abord mon histoire. Voilà, je sortais avec un mec, il était de Kribi, Batanga et de Bassa de l'eau, dans de l'eau 100%. Ce mec n'avait pas d'enfant, il était un peu âgé, il avait 32 ans, donc il me dépassait de 10 ans à ce moment-là. Donc, il me dépasse toujours de 10 ans, au fur et à mesure qu'on arrive. Et nous sommes sortis ensemble, n'avait pas d'enfant, je l'aimais tellement, j'ai flashé, tout et tout. Un jour, nous sommes allés à Kribi. Donc, avec toutes les histoires qui se racontent, parce que dans sa famille, puis il y a la sorcellerie. Quand tu veux te laver dans la rivière, tu vois, il prononce cette parole en disant je suis de Kribi, tout et tout, pour que les génies de l'eau ne te prennent pas comme moi, je t'ai étranger. Voilà, DMG. Comme il n'avait pas d'enfant, moi je l'aimais tellement, je voulais lui donner un enfant. Un jour, nous sommes allés à la chute de la Lobé, on a traversé au niveau de la même où l'eau était salée. Nous sommes arrivés là-bas. Bon, moi je ne pouvais pas me baigner parce que de base, je ne sais pas nager. Et les deux, je connaissais pas, j'avais trop peur de l'eau. Donc, j'ai toujours peur de l'eau parce que moi, je ne sais pas nager. Bon, du coup, moi, j'étais au bord. Mais franchement, DMG, lorsque tu es au bord, c'est comme si quand les vagues viennent, quand ça vient, c'est comme si ça pouvait t'emporter. Donc, c'est pour ça que je n'arrivais pas à toucher. Après, il me dit, viens, on de l'eau, viens, je vais t'apprendre à nager. Bon, j'ai dit, ok. Lui, j'étais avec lui, il m'a dit, tu es avec moi, je suis des crébis, il ne faut pas avoir peur. J'entre dans l'eau et après on nage. Bon, il n'avait pas d'enfant parce qu'il m'avait raconté des histoires un peu, tu vois, de ne pas ramasser des pierres qui brillent ici, même s'il ne touche à rien par terre parce que en prenant, tu peux prendre une cigarette ou un sirop. Tout dont je faisais vraiment attention. Bon, sur un coup de tête, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, ok, moi, ce qui est là, c'est que je suis entrée dans l'eau. Je lui ai dit, je vais faire un vœu. Après, je suis entrée dans l'eau. J'étais baissée dans l'eau. Et dans l'eau, je disais, je veux avoir un enfant de toi. Bon, j'ai dit ça, c'est un coup de tête, en fait. J'ai dit ça. J'ai dit, je veux avoir un enfant de toi. C'est mon souhait le plus cher que j'aimerais, franchement, parce que lui n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas s'il faisait d'enfant, mais il n'avait pas d'enfant. Il a essayé tant de fois, mais il n'a pas eu. Après, comme tout s'est passé, en soirée, nous sommes allés au Sénat. Bon, je me sentais pas bien, tout et tout. Je pouvais pas boire d'alcool. J'étais fatiguée. Quand on rentre le soir, franchement, l'IMG vers chez lui, il y avait un peu de broussailles, tu vois. Quand on monte, je disais, j'avais envie d'uriner. Je me dirigeais vers les toilettes. Je lui ai demandé à ce qui m'accompagne, il était un peu sourd. Mais je lui ai demandé à ce qui m'accompagne. Quand j'arrive, c'est ma première fois de voir un fantôme. Il ne sait pas si c'est un fantôme. Je ne sais pas. Mais je vois, parce que du côté tellement qu'il y avait la broussaille, il y avait un mur. Je vois un homme, l'ombre d'un enfant. Non, d'un enfant, pas tellement, un enfant de 7 ans, je peux dire. Donc c'était l'ombre, on ne voyait pas de visage, tout un ombre qui me regardait. Donc tu pouvais imaginer parce que il y avait le reflet, il y avait un peu de lumière, il y avait des reflets, mais il faisait tellement sombre, mais je voyais le reflet. Un ombre tout noir. Donc je ne sais pas si franchement c'était un fantôme, mais c'était ma première fois de voir ça arriver. Et j'ai pris peur, je lui ai dit, regarde là-bas, il y a quelqu'un qui nous regarde, il se tourne, il dit, oh, qui est là? Donc c'est parti en fuite. Il n'y avait personne, mais je voyais un ombre. Donc l'ombre est partie en fuite. C'est là comme ça quand je suis en train de, voilà. 2 semaines après, je me sentais pas bien, tout et tout. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit, je suis enceinte. J'attends un enfant de 2 semaines. Parce que 2 semaines après, je suis allée à l'hôpital, tout et tout. On m'a dit, j'attends un enfant de 2 semaines après avoir fait le vœu.
Maintenant, tellement de choses se sont passées dont je vais taire les détails, je ne veux pas rentrer en profondeur. Et après, j'ai accouché. J'avais tellement de problèmes avec lui parce que bon, il se comportait pas tellement très bien, il était toujours bizarre, alcool, tout et tout. Voilà, alors le jour que j'ai accouché, le jour de mon accouchement, tout, DMG, tout s'est bien passé, mais l'enfant était quand même malade, on a pu soigner, tout et tout. DMG, au jour que l'enfant actuellement là, il a déjà 2 ans. Bon, avant même qu'il ne puisse avoir 2 ans, tu vois, DMG, l'enfant est grand. Quand tu le vois, tu peux pas imaginer que c'est un enfant qui n'a même pas encore 1 an, hein, qui n'a pas encore 2 ans, parce que tellement il grandit, il est propre, donc tu vois son corps par bouton, il parle, il marche. Tout le monde, en fait, dans ma tête, je me dis, est-ce que ce n'est pas un siren que j'ai pris dans l'eau ou bien je comprends pas d'IMG, donc j'aimerais qu'on m'explique, est-ce que c'est normal, est-ce qu'un enfant il peut parler, il peut marcher. Il marche, il parle bien, hein, il marche. Il te dit, quand il parle, tu vas dire, parce que quand il te parle, je crois que c'est un vieux père qui te parle. Mais franchement, c'est un enfant. Et quand tu le vois, tu peux imaginer qu'il n'a même pas encore 2 ans. Donc, DMG, ce que j'aimerais franchement savoir, est-ce que c'est pas un sirène que j'ai porté dans l'eau? Est-ce qu'il va pas me créer des problèmes? Est-ce que, donc, je me pose tant de questions, tant de questions. J'ai même envie d'aller voir un praticien, comme chez nous, les Bamileke, nous, on voit toujours ça. Mais j'ai peur qu'en partant là-bas, tu sais, souvent ils ne disent pas la vérité. Ils peuvent prendre des toits de mon enfant. Je ne sais pas où je dois aller à Créby, montrer l'enfant à l'eau. Donc, je ne sais pas. Je suis tellement. Je réfléchis. En fait, je réfléchis et j'espère que l'une des abonnées pourra me donner ce que je peux faire. Ici, c'est normal. Ici, c'est pas normal. Donc, j'aimerais savoir parce que j'ai franchement peur, hein. C'est la manière dont l'enfant, là, il grandit. Franchement, tu ne peux pas imaginer tout et tout. Donc, merci encore DMG. N'hésitez pas de liker, de partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, comment tu vas? Bonsoir la communauté. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Ça fait pratiquement 1 an que j'ai découvert ta chaîne. Je me suis abonné. J'écoute vraiment tes histoires et vraiment je te félicite pour cette initiative-là. Voilà. J'ai juste une petite histoire à raconter. Voilà, une histoire qui m'est arrivée moi-même. C'est vraiment l'histoire qui m'a fait comprendre que vraiment Dieu existe au fait. Alors, c'était aux environs des années 2015. J'ai perdu mon papa. Alors, j'étais vraiment un peu déboussolé tout ça. Et un jour, j'étais allé faire des courses pour la vieille. Et il était aux environs de 14 heures et quelques. J'étais en train de marcher pour rentrer à la maison. Et donc, je marchais, j'étais tellement fatigué. Il y avait pratiquement 3 à 4 km encore à parcourir avant d'arriver à la maison. Sous le soleil, tout ça. J'étais dans la ville de Boaké. Voilà. Et là, j'ai dit quelque chose comme ça. Ah, papa, vraiment, si tu vas envoyer quelqu'un me chercher à moto pour me déposer à la maison, ça allait me plaire, hein. J'ai dit ça comme ça, hein, sur un ton voilà, d'amusement. Et puis, j'ai juste pensé tout. Bon, j'ai pas prêté vraiment attention à ça, mais j'ai dit ça comme ça. Et je t'assure, DMG, ça n'a pas fait 5 minutes. Même pas 5 minutes. Je vois un monsieur qui vient, il me dépasse avec sa petite moto là. Il garde devant. Et il me regarde, il me dit, ça va, tu vas où? Je dis, je rentre à la maison. Il dit, ah, moi je vais te déposer. Maintenant, je le regardais d'un air un peu, bon, inquiet, tout ça. Il dit, mais lui, il me connaît et puis il va te dire sa moto. Il faut savoir qu'aussi la ville était un peu dangereuse, tout ça. Il dit, non, que je te connais, tu es le fils de monsieur Emile. Bon, voilà. Tu es le fils de tel, tu vois. J'ai dit, oui, oui. Il dit, alors, vas-y, il faut monter, que faut pas peur. Je te dépose à la maison. Vous habitez dans tel coin, tel coin. Il dit, oui, oui. Non, non, je suis monté. Je suis monté derrière lui. On allait, il m'a déposé. Quand on est arrivé, il m'a donné 500 francs. Je lui ai dit, non, ça va, merci, tout. Oh, j'étais vraiment piqué, hein. J'avais pas d'argent sur moi. Il m'a donné 500, il lui a dit, non, ça va. Il dit, non, faut prendre, tiens. Que ce que ton papa fait pour moi, là, c'est Dieu seul qui sait. Faut prendre ça, c'est pour toi, faut prendre. Je lui ai dit merci et puis j'ai pris l'argent. Sur le coup, je n'ai pas réalisé au fait. Et c'est 2 heures de temps après, quand j'étais couché et tout ça. Et puis, je me suis rappelé
de ma prière, si je peux dire, que j'avais dit comme ça. J'ai dit, mais attends, donc dès que j'ai prié, ça n'a pas duré que quelqu'un me chercher. Mais attends, c'est une coïncidence ou bien vraiment c'est... Et là, je pense que c'est vraiment pas une coïncidence au fait. Et c'est juste la preuve pour moi que vraiment, ceux qui sont morts ne sont pas morts, ils écoutent toujours nos prières. Voilà, Dieu existe vraiment au fait. Voilà, c'était ma petite histoire pour partager. Voilà, likez, abonnez-vous et puis partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour Chanté, bonjour la communauté, bonjour vous qui nous suivez de partout. Que le Seigneur vous bénisse. La petite histoire, d'abord, j'aimerais vous inviter à liker, partager et commenter pour sensibiliser les autres. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui s'est déroulée dans mon pays, le Congo-Kinshasa, dans une très grande église de la place. Alors, pour la petite histoire, c'est comme je venais de le dire que ça s'est déroulé dans une église. Il y avait organisation de retraite de prière des femmes. Quand vous le savez bien, il y a certaines organisations qui ne concernent que des femmes dans des églises. Alors c'était ça, c'était la retraite de prière à Jean. Et le soir, tout le monde devrait prendre quelque chose, un repas léger. Ce n'est pas que l'église qui cuisinait, qui a prêté tout cela pour chacun, mais c'était individuel. Donc tu quittes de chez toi, tu amènes de quoi manger le soir. Alors, il priait du matin jusqu'au soir. Lorsqu'il termine, il clôture la prière et chacun devrait chercher de quoi manger. Bien voilà, c'est ça. Alors, il y a eu des moments, selon l'organisation, certaines femmes étaient internées vu la distance de leur maison, et celles qui étaient proches de l'église pouvaient retourner à la maison, passer une nuit à la maison et revenir le matin pour continuer la chaîne de prière. Alors, il y avait là deux femmes et une maman qui était venue seule. Après la prière de la journée, très tard le soir, elle a voulu prendre quelque chose, tout ça. Alors, elle a sorti, comme j'avais dit, il ne prenait que le repas léger. Elle a sorti tout ce qu'elle avait et subitement, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de sucre. Elle s'est exclamée. Elle a dit, waouh, j'ai oublié d'acheter les sucres la journée. J'étais tellement emportée par la prière. Elle parlait à haute voix, donc elle réfléchissait à haute voix. C'est alors que, à côté d'elle, il y avait deux autres mamans qui étaient venues ensemble. En l'écoutant parler, elles se sont approchées d'elle pour dire, maman, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu as un problème. Elle a dit, effectivement, mes sœurs, je me suis rendu compte maintenant que je n'avais pas de sucre. Je dois encore sortir pour aller en chercher parce que je ne sais même pas si je vais trouver les vendeurs. C'est alors que les deux autres là lui proposent et lui disent, non, tu vois, avec la fatigue, avec la faim, et vu l'heure aussi, tu dois encore sortir, aller acheter le sucre. Non, pourtant nous en avons assez ici. Nous pouvons t'aider pour ce soir. Et bien voilà. La maman a résisté, elle n'a pas voulu prendre. Et les deux autres ont vraiment insisté jusqu'à ce qu'elle cède. Elle prend le sucre, elle s'en sert. Et c'est tout, la nuit est passée, le matin, la prière, la chaîne a continué. Il priait, elle priait. Le soir, comme d'habitude, on devait prendre quelque chose alors qu'elle est sortie. Elle est allée acheter du sucre, une quantité suffisante. Et bien, voilà, elle s'en est servie. Arrivée la nuit, la maman voit les deux autres là qui lui avaient aidé avec le sucre. Et elle réclamait les sucres qu'elle lui avait donnés. Non, tu vois, tu dois nous remettre notre sucre et tout. Elle a dit, mais c'est pas possible. Vous avez insisté, je prie, j'ai déjà utilisé devant vous. Comment vous rendre encore ces sucres? Alors d'accord, j'avais acheté
une quantité suffisante de sucre, je vous les remets. Elles disent non, nous voulons ce que tu vas nous donner là. Ce n'est pas notre sucre, ce n'est pas la matière que nous t'avons donnée. Tu dois nous remettre ce que nous t'avons. Waouh! La maman dit, mais comment je vais faire? C'est tout ce que je veux parce que ce que vous m'aviez donné, j'ai utilisé. Je n'en ai plus. Non, 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 maman. Tu le dois. Remets-nous notre sucre. Nous insistons, nous partons, mais tu dois t'arranger. Tu dois faire de ton mieux pour nous remettre ce que nous t'avons donné. C'était la nuit. La maman a sursauté cette nuit-là, elle a prié, elle a regardé les autres, elle dormait paisiblement. Et le matin, les choses ont continué comme d'habitude, elle a prié et tout. En réfléchissant sur ce qu'elle avait vu, et à sa grande surprise, très tôt le matin, les deux autres mamans-là lui ont parlé gentiment, il était gentil envers elle, ils ont causé, oui, machin, des choses. Maintenant, elle s'est posé la question, mais bon, si c'était réellement des mamans, elle ne m'aurait pas parlé si gentiment comme ça le matin. Et alors, bon, peut-être que c'est sur mes pensées, et bon, elle a laissé passer. La journée s'est déroulée comme d'habitude, la prière et le soir, et comme d'habitude, et la nuit, elle revoit encore ces deux mamans-là. Elle lui pose la question, Madame, donc vous avez réfléchi suffisamment ou vous avez trouvé notre sucre? Elle a dit, je vous ai déjà expliqué depuis hier que je ne pouvais pas vous remettre la matière que vous m'avez donnée. Parce que je suis allée acheter et je voulais vous donner le sucre que j'avais, vous avez refusé. Et finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Les mamans ont dit, non, nous allons te proposer quelque chose. Parce que ce que nous te demandons vaut le prix du sucre que nous t'avions donné. Ce n'était pas le sucre ordinaire. Ça coûte cher et ça coûte beaucoup. Ça va aussi beaucoup t'écouter. Alors la maman dit, je vous écoute. Les deux autres lui disent, voilà ce que nous allons faire. Directement, elles l'ont emporté spirituellement jusqu'en Allemagne où résidait le fils aîné de la maman à qui ils avaient donné le sucre. Ils sont sortis et ils ont apparu directement dans la chambre de ces messieurs. Elle pose la question à la dame. Tu reconnais cette personne-là qui est couchée, qui dort? Elle dit oui, bien sûr que oui, c'est mon fils aîné et son épouse. Il dit voilà le prix de notre sucre que tu as utilisé l'autre fois. Elle a dit, comment ça, le prix de votre sucre? Elles lui disent, écoute, en échange de notre sucre, tu nous donnes ton fils aîné ici présent. Elle a dit, pas question. Mon fils à moi, mon fils, celui qui s'occupe de moi et de toute la famille, vous savez combien avons-nous payé, avais-je payé pour que mon fils arrive ici? Jamais je ne vous l'offrirai en échange de simple sucre. Les deux autres lui disent, maman, tu es obligée parce que tu aurais dû refuser ce sucre-là. L'autre leur dit, je ne vous l'avais pas demandé et j'avais même refusé, vous avez insisté. Elles lui disent, bon, nous te donnons le temps de réfléchir et de prendre la décision. Directement, elles ont réapparu dans l'église et la femme dormait. Elle a sursauté encore une fois de son sommeil. Elle jette un coup d'œil sur les deux autres mamans qui dormaient vraiment paisiblement, toujours bien. Et comme d'habitude le matin, elles ont été gentilles envers elle et tout. Alors la femme se pose la question, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au juste? Ces femmes sont si gentilles avec moi que dans le songe, dans des visions que je vois la nuit. Et si je partais voir le responsable de l'église, peut-être que ça apparaîtra comme un faux témoignage. Parce que je n'ai même pas de preuves, c'est spirituel. Est-ce que ce sont mes pensées ou comment?
Je dois encore observer cette nuit. Si elles me font le même jeu, alors je serai obligée d'aller voir le responsable, lui raconter l'histoire, comme ça ils seront convoqués avec moi. Elle a pris son calme, et ils ont prié la journée. Arrivé la nuit, les femmes sont encore revenues. Elle lui pose la question, alors tu as réfléchi, tu as pris ta dernière décision? La dame lui répond, écoutez, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Lorsqu'il s'agit de mon fils, mon sang, il n'y a pas à marchander, il n'y a pas à réfléchir. Ma décision a été déjà prise. Niet, je ne vous traînerai jamais, je ne vous livrerai jamais mon fils. Prenez-moi qui avait pris votre sucre et bien voilà, c'est ce que vous voulez faire. Elles lui disent non, toi tu ne vaux pas le prix là. Hein? Tu ne vaux pas le prix que ton fils là. C'est la meilleure personne, ton fils, c'est de lui que nous avons besoin. Sache que le jour où tu as pris le sucre et que tu l'as utilisé, tu as contracté une dette envers nous et tu es obligé de t'en acquitter. Et c'est aujourd'hui que tu vas faire cela. Donc, nous livrer ton fils aîné. Elle a dit, niet, je ne le ferai jamais. Au prix de rien, je ne le ferai jamais. Si vous refusez de me prendre, moi qui ai pris, qui ai utilisé votre sucre, alors je suis désolée, vous n'aurez personne d'autre que moi. Alors les femmes, parce qu'elle l'avait encore emporté en Allemagne où résidait son fils. Les femmes ont fait sortir un seringue. Elles ont remis à la dame. Et le seringue était rempli de sang. Elles lui ont demandé d'injecter le sang dans le corps de son fils et il ne s'en rendra pas compte. Et avec le temps, il tombera malade et finira par mourir. La femme a dit, je ne le ferai jamais. Elles lui ont dit, voilà ce que nous allons faire. Nous te laissons ici, en Allemagne, dans cette maison. Tu restes là avec ce seringue et tu injectes le sang dans le corps de ton fils. Si tu ne le fais pas, tu ne retourneras plus jamais au Congo. Tu restes ici. Comme ça, le matin, ton fils, à son réveil, te remarquera. Il se rendra compte que tu es ici en Allemagne. Imagine quand tu trouveras toute nue, permettez-moi le terme, toute nue, et on verra si ton fils chéri va encore t'aimer. Parce qu'il se rendra compte que sa maman a été toujours une sorcière, et puis, bon, machin, voilà ce qui va se passer. Alors nous te laissons ici. Les 10 autres dames sont parties, elles ont retourné à Kinshasa. La maman est restée. Elle réfléchissait avec le seringue en main. Elle a pleuré, elle a dit, mon fils pour qui j'ai souffert, mon fils qui prend soin de moi ainsi que toute la famille, que ce soit moi, non, je ne pourrais pas le faire. Je préfère qu'il me rejette, qu'il se rende compte, qu'il se dise que je suis sorcière, mais le savoir en vie, c'est ce qui importe pour moi. Et c'est comme ça, le grand matin, et quand tout le monde s'est réveillé, la maman est allée vite, s'est cachée dans le coffre d'une des voitures de son fils, garée dans la parcelle comme ça. Et le couple s'est réveillé avec les enfants, ils se sont apprêtés, et maintenant c'était le temps de partir vaquer à leurs occupations. Ils sont sortis, les enfants sont entrés dans la voiture, le mari, et puis bon, sa femme s'est décidée de prendre les cartables et autres choses qu'ils avaient et aller le déposer dans le coffre de la voiture. Arrivé là, parce que sa femme était blanche, imaginez-vous, DMG, une femme blanche, elle ouvre le coffre comme ça, elle retrouve une femme nègre, grasse, toute nue,
Dans le coffre de la voiture, la femme a crié, elle a crié. Elle a appelé son mari est vite venu directement. Pendant que son mari lui posait la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'approchait de la voiture. La maman a dit, elle a parlé à haute voix, mon fils, c'est moi ta mère. Et n'avance plus parce que je n'ai pas des habits sur moi. Tu ne peux pas me voir dans cet état. Tourne, cherche quelque chose pour me couvrir. Et comme ça, je vais sortir de là et t'expliquer ce qui s'est passé. Le monsieur dit, mais bien sûr que c'est la voix de ma mère. Celle qui parle là, c'est ma mère. Il dit, maman, c'est toi, comment tu t'es retrouvée ici? Je te connais à Kinshasa. Et comment tu es arrivé? Il a dit, mon fils, cherche quelque chose, donnez-moi, je vais me couvrir le corps. Comme ça, je sortirai pour t'expliquer ce qui s'est réellement passé, ce qui m'a amené ici. Et c'est comme ça, tellement le fils aussi aimait trop sa maman. Ils ont grandi dans la souffrance et cette femme-là s'était donnée, elle s'est sacrifiée pour ses enfants. En particulier, lui qui était l'aîné de la famille pour qu'il arrive là en Europe et puis voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti la maman de la voiture. Et la maman a expliqué l'histoire, elle a raconté ce qui s'était vraiment passé. Et la maman lui présente le seringue. Elle lui dit, voilà le seringue en question. Regarde, c'est rempli de sang. Ils m'ont donné, ils m'ont dit ça. Et bien moi, j'aime toutes les explications, comme ça s'était passé plus tôt. Et il a dit, bon, voilà, j'ai refusé. Tu sais, mon fils, tu peux, comme tu peux ne pas me croire, je te comprendrai. Mais tes savoirs vivants, même pour le reste de la famille, c'est ce qui compte pour moi, c'est l'important. Mais ce que je t'ai dit est vrai, je n'ai jamais été sorcière. Voilà, j'ai été initiée par le sucre. C'est comme tu le sais, non? J'étais en retraite. Elle a dit, ah, maman, je te connais depuis l'enfance. Je connais combien tu t'es sacrifié pour nous, en particulier moi, pour en arriver là. Je crois tout ce que tu me dis, maman. Toi, tu n'as jamais été sorcière. On doit prier pour toi. Tu dois retourner à Kinshasa, voir le responsable de l'église. Comme ça, on va prier pour toi. Et bien voilà. C'est comme ça que le Messie a appelé à Kinshasa. Il a préparé le voyage de sa mère pour retourner à Kinshasa. Il a appelé son père. Et il lui demande où est maman. Et, non, maman, ta mère est en retraite depuis qu'elle est partie. Elle est en retraite, tu sais, non? Elle dit non. Il lui passe la maman et le papa était stupéfait. Il était stupéfait. Et la femme lui a dit non, tu attends, dès que je retourne au pays, je vais t'expliquer ce qui s'est passé réellement. Et c'est comme ça que la maman a retourné. On est venu la chercher à l'aéroport de Njili, chez nous. Elle a retourné à la maison, elle est allée voir le responsable et puis voilà. La morale de l'histoire, bien aimé, toi qui m'écoutes maintenant, nous les croyants, bon, les chrétiens, nous avons toujours tendance à croire que les sorciers, avoir les sorciers plutôt dans nos familles, dans nos quartiers, au village, à nos lieux de travail et ainsi de suite. Cependant, dans l'église, nous ignorons tout, tellement qu'on prie ensemble. Lorsqu'on organise les prières, nous sommes là ensemble, tout le monde prie, on donne un sujet de prière, de chasser le diable, de détruire les œuvres du malin, des sorciers. Nous sommes là en train de prier tous ensemble, mais n'oubliez pas, la parole de Dieu dit, voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez souples comme la vipère, soyez souples comme le serpent. Bien-aimés, quand nous partons dans l'église, on ne se fait pas des amis dans l'église pour nous raconter nos vies individuelles. Non. Loin de moi d'interdire la communion fraternelle. Mais il faut mettre des limites. Tu ne connais pas le frère, la sœur qui est à côté de toi, qui prie, qui chasse les démons, il chasse les sorciers. Elle détruit les œuvres des sorciers.
Contente-toi aussi de ce que tu as. Il y a de ceux-là qui vont même emprunter les habits, les vêtements des autres pour apparaître dans la société. Il y a de ceux-là qui mangent n'importe où. N'oubliez pas qu'il y a des pasteurs sorciers, des serviteurs de Dieu sorciers, des fidèles dans l'église qui sont sorciers. Tu es là, tu manges par-ci, par-là. Tu mets ton pied dans n'importe quelle parcelle. Tu t'es fait des amis, mais tu ne connais pas l'intérieur de cet homme. Tu ne connais pas l'intérieur de cette femme. Soyons souples, soyons prudents. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais, le monde est détruit. En tout cas, voilà ma petite histoire. Je vous dis merci, vous qui m'avez écouté. Je vous dis merci DMG pour cette occasion de nous permettre de parler, de dévoiler les œuvres du diable afin de sensibiliser les enfants de Dieu, les innocents. Quant à moi, je vous dis ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté DMG. Partagez, likez et abonnez-vous. C'est pour raconter une histoire. J'avais déjà raconté cette histoire sur TikTok lors d'un live. Ça fait déjà 1 an, mais ce jour-là, j'étais tellement stressée parce que je venais à peine de vivre la chose et du coup, j'avais oublié beaucoup de détails et j'avais l'impression de mal raconter l'histoire, quoi, comme si je pleurais parce que j'étais tellement stressée. Donc, l'histoire, ça s'est passé il y a 1 an, oui, je peux dire 1 an déjà, 1 an. C'était lors de mon voyage. Je devais aller sur Makoko. Je suis à Libreville. Je devais aller sur Makoko pour rendre visite à mon père pour une première fois parce que depuis que je suis née, il m'a jamais élevé. Bon, bref, j'étais pour essayer de tisser les liens familiaux et tout. Et le voyage, je l'ai fait un 15 août, 2 jours avant la fête du 17 août. Et généralement au Gabon, on sait que quand il y a des événements comme les fêtes ou la bonne année, notre route là est tellement dangereuse, il y a tellement d'accidents, il y a tellement de phénomènes bizarres, quoi, lors de ces périodes-là. Donc j'ai préparé mon voyage et déjà avant le voyage, je faisais des cauchemars, des rêves bizarres. Même ma mère n'était pas tellement tranquille, mais c'était urgent d'aller voir mon père et tout pour tisser des liens familiaux et tout. Donc j'ai préparé mon voyage. Déjà, quand nous sommes arrivés à l'agence, il y avait des complications. Les premiers bus, le bus qu'on devait prendre à 9h, on avait démarré ce jour-là à 12h parce que il y avait tellement de blocages, tellement de complications, c'était déjà compliqué. Et le bus dans lequel on m'a mis, c'était pas le bus dans lequel j'allais voyager. Dans le bus qu'on m'a mis, c'était un bus étrange. Il y avait tellement je peux dire quoi. La majorité des passagers, soit ils partaient au deuil, soit ils partaient au retrait de deuil, soit ils partaient pour le 17 août. Il y avait, je crois même, la femme d'un maire à l'intérieur et tout. Bref, nous avons démarré, boum. Et déjà dans le bus, il y avait les bidons d'essence. Je ne sais pas si d'essence ou de gasoil. En tout cas, c'est illégal ici au Gabon de voyager avec, je ne sais pas si c'est l'essence ou le gasoil en tout cas, dans le bus. Parce qu'il y avait une année, il y avait une voiture qui avait explosé parce qu'il y avait, si c'est l'essence ou le gasoil, je ne sais pas trop, à l'intérieur. Et le gars du bus, il avait chargé peut-être 5 bidons ou 6 bidons à l'arrière. On a démarré tranquillement à 10h, oui 10h, ouais. Environ de 16h, 17h, oui. Avant d'arriver à Njolé, je ne sais pas si c'est une ville ou un village qu'on appelle Njolé. Généralement, comme les gens prennent la nationale, c'est là-bas où on s'arrête pour manger, pour faire tout et tout. Avant, je peux dire quelques kilomètres avant Njolé, la voiture, c'est-à-dire la voiture est tombée en panne. Et à la fumée qui sortait, c'est-à-dire c'est comme si ça allait s'exploser. On a tous paniqué, nous avons sauté de la voiture, il y avait une fumée vraiment, non, c'est comme si on avait l'impression que ça allait exploser. Et en connaissance qu'il y avait encore des bidons d'essence derrière, c'était la panique totale.
On était maintenant là au milieu de nulle part, au milieu de la forêt et tout. Le chauffeur a appelé un de ces gens à Libreville. Bon, un réparateur, bon, oui, un mécano à Libreville pour remonter sur la route pour venir réparer le véhicule. Chose impossible parce que le mécanicien en question prenait du temps. On était là, il était à presque 18 h, on était obligé maintenant de faire autostop. D'autres ont marché de l'endroit là où la voiture est tombée en panne jusqu'à Njolé. Moi, par chance, déjà quand j'étais à l'agence, il y avait un des chauffeurs d'un autre bus qui m'a dragué. Donc du coup, le bus était encore derrière. Donc quand ils sont passés, ils ont essayé de voir et tout. Il n'y avait pas moyen de réparer le bus. Donc moi, j'ai profité à demander qui me dépose à Njolé. Donc je suis montée, je suis restée debout jusqu'à Njolé. Ça arrive à Njolé, il y avait d'autres qui étaient encore derrière, d'autres ont marché de l'endroit jusqu'à Njolé. Arrivé à Njolé, après ils ont appelé certaines personnes de Njolé pour venir remorquer le bus jusqu'à Njolé. On était là toute la soirée. Je peux dire quoi, c'est à 2 h que la pièce du bus est arrivée. Mais pendant qu'on était en Njolé, moi j'avais payé à mes parents pour que mes parents m'envoient l'argent pour que je prenne une chambre d'hôtel pour dormir et tout. J'ai demandé l'avis au chauffeur parce que le chauffeur nous avait dit qu'il ne faut même pas qu'on se sépare parce qu'un Njolé déjà c'est une ville tellement dangereuse. Il y a tellement de phénomènes étranges qui se passent en Njolé. Moi je sais parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi qu'on m'a raconté sur Njolé. Tellement de phénomènes étranges. Déjà il m'a même dit, le chauffeur m'avait dit que je ne peux pas prendre une chambre parce qu'en Njolé parfois quand tu prends une chambre, on te retrouve soit le lendemain mort, décapité. Voilà, c'est tellement de choses qui se passent en Njolé. Il m'a même raconté qu'il y avait une année, il a transporté des passagers. Un gars, il est descendu en Njolé. Dès qu'il est descendu, il y a un braqueur, il a arraché le téléphone. Donc le passager a poursuivi le gars pour prendre son téléphone. Le passager a disparu jusqu'aujourd'hui, on n'a pu retrouver le corps. Donc il fait que me raconter des histoires, genre pour me dire que ne prends pas une chambre, restons là. S'il faille que vous dormez, vous dormez dans le bus. Donc, chose faite, on était là, on veillait, on dormait, on avait sommeil, on s'adossait et tout. La pièce est arrivée à 2 h. À 2 h, ils ont changé la pièce en question qui était en panne dans le bus. Quand on était sur le point de démarrer, il y a un gars étrange, tellement étrange, on ne sait pas d'où il sort. Dès le moment de démarrer, il cogne, toc toc, il demande pardon, vous pouvez m'avancer jusqu'à la Lara ou la je sais pas, la Lara, vous pouvez m'avancer jusqu'à la Lara. Je suis venu à Njolé, j'ai pas d'argent pour rentrer sur la Lara, vous pouvez m'avancer. Il était habillé en blanc noir, tellement étrange le gars, il avait des balafres de partout, il ne ressemblait à rien. Et déjà, je peux dire que le bus était déjà presque vide parce qu'il y avait certaines personnes qui ont eu des occasions, qui sont partis. Voilà, donc le bus était peut-être presque vide. Le chauffeur, il n'a pas refusé. Il est 2 h, il demande un service, il n'y a pas de problème. Le chauffeur l'a fait asseoir. Et là où le gars était assis, c'est-à-dire que lui et moi, il y avait une personne qui nous séparait. Et il y avait une fille avec qui j'avais tissé des liens d'amitié durant l'attente de la pièce. Donc de 17 h jusqu'à 2 h, là, une fille et un gars avec qui je parlais bien et tout. Eux, ils n'avaient rien, donc je les aidais financièrement et tout. On mangeait, on buvait, en tout cas, bref, on avait tissé un lien. Voilà. Bon, donc dans le bus et tout, le bus a démarré. Donc le gars et moi, il y avait une personne qui me séparait. Après, il y avait une autre personne et il y avait la fille en question avec qui je m'entendais bien. Premier phénomène bizarre, c'est-à-dire que quand je suis entrée de pager, tellement je m'ennuyais, je regardais les vidéos et tout, et j'ai vu des photos de belles perruques et tout. C'est là où j'ai voulu passer le téléphone à la fille pour lui montrer genre la perruque, elle est belle, pour commenter quoi. Quand je passe le téléphone, donc ma main doit passer devant le gars. Le gars, il a reculé, genre, c'est-à-dire que s'il pouvait disparaître, il devait disparaître. C'est-à-dire qu'il s'est adossé au siège, genre que ma main ne doit pas le toucher. Ma main ne doit pas le... Donc il a esquivé ma main comme c'était pas possible. J'ai trouvé ça bon étrange. Même la fille là, elle m'a regardé en fait que... Au lieu de faire, lui, puisqu'il était éveillé, elle était au coin, moi j'étais dans l'autre coin, il pouvait faire qu'il passait le téléphone pour remettre à la fille. Non, lui, il s'est genre...
Il s'est genre, s'il pouvait disparaître, il devait disparaître. Il s'est genre étiré, il ne faut même pas que nos mains le touchent. On a trouvé ça étrange, mais après, bon, c'est passé. Le gars, à chaque fois, il demande pour aller pisser. Il veut pisser. À chaque fois, donc il nous retardait le voyage. Déjà, on a voyagé la nuit 2 heures. À chaque fois, il demandait arrêt. Il veut pisser. Même une femme enceinte ne pisse pas comme ça. Et quand il pisse là, c'est toujours au milieu de la forêt. Et il dure. Je peux dire qu'il peut prendre 30 minutes pour pisser. C'est-à-dire que parfois, quand il demande la reine, tous nous avons envie de pisser. On sort pour pisser. Nous-mêmes, les femmes, parce que les femmes doivent aller un peu là où c'est reculé pour que les hommes ne leur voient pas. On arrive même avant lui. Les hommes remontent avant lui. Nous-mêmes, les femmes, on arrive avant lui. Lui, il nous retardait le voyage. À chaque fois, il demandait l'arrêt pour pisser. Chaque contrôle, chaque arrêt, il demandait toujours l'arrêt pour pisser. Chose faite. Maintenant, on tourne le rouler, boum. Premier phénomène, on voit un grand éléphant qui veut traverser la route à 2 heures du matin. Le chauffeur a fait quoi? Le chauffeur n'a même pas essayé de dévier l'éléphant. Le chauffeur n'a même pas essayé de paniquer. Le chauffeur a foncé tout droit. -1, le chauffeur percutait l'éléphant, comme s'il savait que c'était pas normal. Après voir l'éléphant là-haut, c'est pas suffisant. On roule, on voit un papa, c'est-à-dire que un papa en veste noire au milieu de la route, en plein 2 heures. Il n'y avait même pas que Demge, on a vu, il y avait un village aux alentours, non. Il n'y avait même pas qu'il y avait une voiture qui était en panne, qui demandait de l'aide, non. Il était au milieu de la route, net au milieu. Le chauffeur n'a même pas essayé de vouloir dévier. Le chauffeur a foncé tout droit sur le papa en question là. Dès qu'il a foncé, le papa a disparu sur la route. Le chauffeur ne paniquait pas. Ça, tout d'un coup, on voit maintenant le chauffeur en train de tanguer maintenant au volant. Il tangue. Genre, il a sommeil. C'est même le beau chauffeur qui fait que c'est pour le chauffeur que gare. Le chauffeur gare. Le chauffeur a eu un sommeil pas possible. Il s'est endormi. Et là où il a garé, c'était genre au coin. Et il y avait la terre rouge. Et moi, de mon côté, j'étais au niveau de la ville. Je voyais à peine 3 maisons. 3 maisons dans le village dans lequel il a garé. À peine 3 maisons. Mais au loin en fait. Ça où genre, il a garé, il s'est un peu assoupi et tout. J'étais là et tout, sur mon téléphone. Tout d'un coup, je revois maintenant la fumée monter autour du bus. La fumée là, genre comme si c'était le brouillard. Autour du bus, à partir du bas jusqu'en haut, ça recouvrait tout le bus. C'est là où je commençais à crier que chauffeur, la fumée recommence, le bus va s'exploser. Ça où un papa là, qui était au coin, me dit, ma fille, ferme la bouche, ne parle pas les choses qui te dépassent. Il ne faut pas parler des choses qui te dépassent. Genre, je tic. Tout d'un coup, un sixième sens me dit, ferme ta bouche. Quand j'ai fermé la bouche là-haut, la fumée a disparu. C'était maintenant un truc qui marchait sur le capot de la voiture en haut. Le squatter, le long bus là. Nous, on appelle ça squatter ou squatter. En haut, il y avait un truc qui marchait sur le bus. Genre, comme les pattes de oiseaux ou de poules. Tout le long du moment qu'on était arrêté là, tout le long là, que le chauffeur prenait sa pause, dormait là, le truc ne faisait que marcher. Enfin, tout d'un coup, le chauffeur s'est réveillé en sursaut. Dès qu'il a seulement démarré, le truc a arrêté de marcher. Et j'ai regardé aux alentours, il n'y a même pas un oiseau qui s'est envolé, il n'y a même pas une poule qui s'est envolée, il n'y a même pas quelque chose qui s'est envolé. Le chauffeur a démarré, on a continué. Ça, on a même posé la question au chauffeur que, toi, on a vu l'éléphant, on a vu le papa là. Tu n'as même pas essayé de... Il dit que la route que vous voyez là, je suis habitué. Et pour conduire dans la route là, à cette heure là, il faut être blindé. Tout ce que vous avez vu là, c'était pas normal. L'éléphant là d'abord, c'était un esprit. Si j'essaie de dévier là, on devait entendre accident. Le papa que vous avez vu là, c'était un esprit aussi. Si j'essaie de dévier là, on devait seulement avoir une feu d'hiver le lendemain. Donc, et la chance que vous avez vu, c'est que... Et la chance qu'on a eu, c'est que personne ne paniquait. Apparemment, c'était comme si tout ce qu'on avait vécu, c'était normal, quoi. On avait l'habitude de vivre ça. Mais moi-même, genre, je n'ai pas paniqué, je n'avais pas peur. À part quand j'ai vu le brouillard, j'ai commencé à m'affoler parce que je me disais que la voiture devait exploser comme précédemment.
Rien. Je n'ai pas eu peur. Même quand on a vu le papa, je n'ai pas eu peur. Nous sommes arrivés à la Lara. Et même déjà, désolé, et même déjà, même quand on voit tous ces phénomènes, genre de la voiture, genre la fumée et le truc qui marchait sur la toiture, là, quand le chauffeur a garé pour la première fois, le gars en question, le gars étranger, il est sorti pour pisser. Parce que nous tous, on avait peur de sortir. On voyait le brouillard étrange. On voyait les choses qui marchaient sur le capot. Le gars là est sorti. C'est quand le chauffeur a démarré que le gars là est venu cogner pour vouloir rentrer. On avait l'impression que c'est lui qui faisait même toutes ces choses-là. On avait l'impression que c'était lui qui faisait toutes ces choses-là. Dès qu'on arrive à la Lara, le gars, nous tous, on avait envie de pisser tellement. Non, personne ne pouvait demander l'arrêt après avoir vécu tout ça. On avait tous envie d'épicer. Nous sommes descendus à la Lara. À la Lara, il y a 3 routes. Il y a la route qui part à Makokou. Il y a la route qui part Minzi, Koyem et tout ça là. Et il y a la route qui revient sur Libreville. Il y a que les 3 routes à la Lara. Et nous tous nous sommes descendus. Il y a un grand carrefour. Nous tous nous sommes descendus pour aller pisser. Et c'est là où le gars devait descendre. Nous sommes arrivés, il était 6h, 7h. Quand nous sommes descendus là, le gars, on ne sait pas, nous tous on avait envie, donc le bus est resté vide. Et le beau chauffeur, tout le monde est descendu. Dès qu'on remonte, maintenant on cherche le gars. Moi, premièrement, j'ai commencé à chercher le gars, qu'il est parti dans quelle route. DMG, les 3 routes là, le gars n'est allé dans aucune route. C'est que c'est un grand carrefour. Le temps que nous sommes allés pisser là, le temps là, on pouvait le voir au loin que c'est lui qui marche par là-bas. Rien, on a regardé la route de Libreville. Il n'était pas là, la route de Minzik, il n'était pas là-bas, la route de Makokou même, il n'était pas là-bas. C'est comme si c'était volatilisé dans l'air. C'est là on a senti que non, le gars là, non, il n'était pas simple. Et même le chauffeur nous a dit ça, que le gars que vous avez vu là, était un esprit, il n'était pas simple. Les chauffeurs là, donc, ils sont tellement forts, ils ont tellement de... Non, ils voient des choses, ils ont vécu des expériences. Franchement, non, chapeau pour les chauffeurs de la route là, chapeau. Nous sommes bien arrivés, tranquillement et tout. Et d'autres phénomènes étranges, c'est que j'ai fait 3 mois là-bas, 3 mois à Makokou. Le retour maintenant de Makokou pour que je revienne sur Libreville, en revenant, j'en ai vu un corps étalé à la route, ensanglanté tellement, il y avait le sang et tout. Donc c'est-à-dire que c'était un plateau qui a tamponné une femme. Elle est morte sur le champ, donc ils ont juste couvert un drap blanc. À peine comme à peine l'accident s'est produit et les gens ont juste ouvert le drap blanc pour que les gens ne soient pas effrayés parce que la femme est morte sur le champ. Donc on a juste vu le corps quoi et le sang sur la route. J'avais senti que le voyage là, non. C'est sûr que j'allais peut-être mourir parce que je ne peux pas concevoir que je pars, je voyage, il y a des phénomènes bizarres, je reviens maintenant, je vois encore un corps sur la route. Non, il n'y avait que le Seigneur. Et le voyage, j'avais voyagé avec mon sel, mon citron, ma Bible, mon chapelet. J'étais devenue tellement grande chrétienne. Et voilà. Et même quand je suis arrivée même à Makokou, après l'incident du papa et de tout ça là, c'est quand je suis arrivée à Makokou, j'avais maintenant peur. Chaque soir, j'avais peur. J'avais l'impression que le papa était là à côté. J'avais l'impression que, non, je voyais que le fantôme là. Je faisais des cauchemars, j'avais peur. J'avais peur. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Rebonjour l'IMG, j'espère que tu te portes bien. Maintenant, me voilà avec l'histoire de mon papa. Comme je t'ai dit dans le voice précédente, j'essaie vraiment de garder mes émotions parce que ça, c'est la 10e fois que j'essaie de faire ce voice. Et je parviens pas, je fais toujours que pleurer. Bon, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui me touche toujours jusqu'à présent. Bon, d'abord, avant de commencer l'histoire, j'aimerais préciser que mon papa était un chef du village Balin du côté de Bafoussa et il est décédé, ça fait déjà 10 ans. Et je tiens aussi à préciser que mon papa, dans sa position, il avait le droit de prendre plusieurs femmes qu'il voulait, autant de femmes qu'il voulait. C'était pas à l'encontre de la tradition. Donc, voilà mon histoire. Tout commence à l'âge de 2 ans quand mon papa prend une 6e femme. Et cette 6e femme n'a pas eu d'enfant avec elle. Donc, du coup, ce qui fait en sorte que mon papa gérait plus
Et j'aurais plus certaine de ces femmes que cette femme-là est avec jalousie. C'est comme ça qu'elle allait faire les médicaments. Au début, moi, je ne savais pas que mon papa était envoûté. C'est bien après son décès que notre grand frère fait une petite réunion familiale pour nous dire, bon, la cause du décès de notre papa, c'était à cause de l'envoûtement. Bon, voilà l'histoire. Comme je vous ai dit, tout commence à l'âge de 2 ans. Quand mon papa vient un jour, un soir à la maison, commence à prendre les affaires de ma maman pour mettre dehors et moi sur le dos de ma maman. Et maman étant tout bouleversée au niveau de la route, elle est tombée sur un courant. C'est 2 hommes de l'église qui nous ont apporté et nous ont mis à l'intérieur. Donc, ce qui fait en sorte que ma maman, elle avait perdu connaissance. Mais moi, j'étais éveillée, je voyais tout. Voilà, alors, quelques années plus tard, en 2014, mon papa appelle mon maman pour lui dire, bon, je fais une cérémonie et j'aimerais que tous mes enfants viennent, je veux voir tous ces enfants à la conception. Moi, je dis, ok, sans souci. Comme c'était un vendredi, mon papa, bon, samedi, on prend le bus pour Bafoussam. On prend le bus au moment de 14 ans, on arrive la nuit. C'est comme ça que mon papa appelle directement mon maman et lui dit, toi, je ne veux pas te voir, tu dois rentrer. Je ne veux même pas te sentir où tu es là. Je rentre immédiatement et il raccroche. Mon maman me dit, ah voilà ton papa qui m'a appelé, il a dit, il ne veut pas me voir. Donc, ce qui fait en sorte que moi, je vais rentrer, je vais te laisser avec la première femme. Donc, ça fait pause. Je vais rester avec elle. Je dis, ok, maman, sans souci. Pour maman, elle prend ses clics et ses claques. Elle rentre sur doigt là. Le lendemain, alors mon papa, il arrive à la conception, tout se passe bien. Dès qu'il arrive, il voit mon état, il voit ma mine. Je ne lui gère pas. Moi, je ne savais pas que, en fait, c'était on peut dire la deuxième fois que je voyais mon papa. Donc, je ne lui gérais pas totalement. Je lui détestais, en fait. Après, quand il arrive, il entre dans sa chambre, il était couché, il m'appelle. Il me fait appel, je viens. Je suis assise, il est assis sur son lit. Il me dit, ma fille, comment tu vas? Ah, je lui dis, moi, je suis là. Et toi? Il me dit, ça va. Et je me dis, pourquoi tu ne souris pas? Tu m'as pas embrassé, tu m'as rien dit. Depuis que je suis venue, tu es là, c'est dans ton côté. Moi, je lui ai dit, tu veux que je fasse quoi? Non, dis-moi, tu veux que je fasse quoi? Tu m'as abandonné quand j'étais petite à l'âge de 2 ans. Tu t'es pas soucié de moi si je vais à l'école, si je mange, comment je vis. Même m'appeler une seule fois pour me demander, ah, je vais pas là à mon enfant, tu n'as jamais fait. Et tu t'attends à ce que moi, je vienne vers toi pour te dire que, oh, c'est monté pour t'embrasser et être content que je t'ai vu, tu es venu me voir. Ah, ça, jamais, je ne peux pas le faire. Il dit, ma fille, c'est pas de ma faute, tu veux pas comprendre, je ne fais pas ça exprès. Je dis, en tout cas, c'est pas mon problème. Tu n'as jamais rien fait, tu étais là pour mes soeurs, mais moi, qui tu dis, tu m'aimes beaucoup, qui porte le nom de ta maman, mais toi, tu n'as jamais rien fait du tout de ma vie. Il dit, ma fille, je suis désolée, pardon, excuse-moi. Il dit, en tout cas, pourquoi m'as-tu appelé? Il me dit, il y avait une pierre qui était enterrée dans sa chambre. Il me fait comprendre que, parce que je ne savais pas, je venais d'arriver. Il me dit, cette pierre-là ne touche jamais à cela, que parce que la pierre que tu vois là, c'est mon totem qui est enterré là-bas. Donc, si tu touches, tu risques de perdre ta vie. Et je dis, ok. Après, il me dit, comment ta maman, elle s'est remariée, elle fait quoi, elle vit avec qui, et tout. Je dis, ah, ma maman n'est pas mariée, oh, elle se bat. Elle va en foufou marcher Dakar pour payer ma scolarité, donc tout. Pourtant, maman avec déjà un tuteur, mais je n'avais rien dit. Voilà, alors il me dit, ma fille, je t'aime sincèrement, tu m'as préféré, tout. Après un moment, mon papa, il commence à prendre sa main, il tire au niveau de son visage. Spirituellement, lui, il voyait. Donc, c'est le genre d'animal que tu vois, ça colle. Quand ça colle sur ton pied, on est obligé de couper ton pied. Parce qu'on ne peut pas décoller ça. Donc, spirituellement, mon papa avait ça sur son visage, mais nous, on ne voyait rien. Mais lui, il le voyait. Il faisait qu'il retire. Il dit. Ça ne quitte pas. Rien du tout, ça ne quitte pas. Voilà, alors, la cérémonie s'est bien passée. On a fait 2 jours de plus. Et après, je suis rentrée au village. En rentrant, mon papa ne m'a rien donné. Ah, moi, j'ai dit, à ton habitude, hein, parce que moi, d'abord, je ne me disais rien. Il ne m'a rien donné, pas d'argent, rien du tout, ni de fourniture, rien. Je rentre ce doigt-là. Après, quelques mois plus tard, dans la même année 2014, on nous apprend que mon papa est décédé. Quand on nous dit mon père est décédé, moi je lui demande alors qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il décède. Il me fait comprendre que mon père, après notre départ
Le papa est tombé gravement malade. Il faisait que tirer quelque chose au niveau de son visage. Il n'arrivait pas à retirer. Il disait que ça coule, ça coule, ça coule, mais personne n'arrivait à retirer. On ne voyait rien. On arrive alors à l'hôpital. En fait, c'est à ce moment-là que sa sixième femme est venue lui retirer. Étant malade la nuit, personne ne connaissait. On apprend directement seulement que papa est Yaoundé. On dit, il fait quoi Yaoundé étant malade? Comment est-ce qu'il a pu aller à Yaoundé sans que personne ne le voie? On dit que c'est sa femme qui est venue lui chercher. Mais non, après ça, elle a fait signer à mon papa des biens qui appartenaient à mon papa pour la maison, parce qu'il avait des maisons à Yaoundé, il avait des maisons, des champs au village et des terrains. Donc il avait des maisons, des champs et des terrains. Elle a donc fait tout signer les papiers à mon papa, à son nom, fait vendre les terrains, les champs de mon papa, voilà, pour prendre l'argent. Voilà, donc notre papa décède, tout et tout. Maintenant, moi je m'en vais au deuil. On n'a pas vu le corps parce qu'un chef décède, on ne voit pas le corps. On n'a pas donc vu le corps. Et du coup, quand nous sommes arrivés au village, on a la cérémonie. Bon, je suis arrivée quand j'étais en train de faire la cérémonie, j'étais en train de danser le nyang-nyang, tout ça. Les gens qui sont initiés, qui savent bien la chuchu et baleine dans les coutumes, les traditions. Quand j'arrive, bon, moi, je ne pleurais pas. Je là, voyais tous étaient en train de pleurer. Moi, bon, j'ai pas grandi près de mon papa. J'étais en collège, j'avais la haine. Donc, quand il est mort, moi, je me dis, en tout cas, c'est son problème. Il me servait d'abord à rien, que Dieu me pardonne. Mais je disais que c'est son problème. Moi, je ne pleurais pas. Voilà, alors que sa première femme, elle vient vers moi et me dit, ton papa décède, tu ne pleures pas. Dans mon cœur, je la regarde seulement comme ça. Il dit que je pleure quoi. Il a fait quoi dans ma vie? Je le connaissais. Donc, moi, ça ne me disait absolument rien. On me donne la photo de mon papa. Et on dit, pleure, tu ne pleures pas. Ton papa, tout le monde est étonné que son papa décède, elle ne pleure pas. Bon, je suis obligée de me rappeler d'un morceau de single là qu'il avait sorti à l'époque là, que le son, ça fait mal, ça fait mal. Parce que l'entière, les paroles de cette chanson-là, franchement, c'était un peu ce que je vivais avec mon papa. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je pensais à ça. Bon, j'aimais tellement le son, je pensais à ça et je me suis mise un peu juste à pleurer, pas hypocrite, non, hypocrisie en fait, pas hypocrisie. Je me suis mise à pleurer. Voilà, alors maintenant que après ça, on a fait le funérailles parce qu'on avait enterré papa. On nous mentait que papa était à l'hôpital. On avait déjà enterré depuis. On ne pouvait pas entrer là où on l'a enterré parce qu'on n'a pas enterré dans un cimetière. Non. Ils ont un coin où on enterré les chefs, tout ça. On l'a enterré dans sa concession, mais dans un coin sacré. Voilà, alors que tout s'est bien passé, le funérailles, tout s'est très très bien passé. Mais maintenant, tu sais, souvent, avant qu'on échappe du thème du chef, il faut que toujours les enfants soient là, tout et tout, la concession, on ne rentre pas. On est allé là au village. Voilà, alors maintenant, le moment qu'on voulait chasser le totem de notre papa, on faisait une petite cérémonie, on animait, tout et tout. Après, je marchais avec mes deux sœurs, moi j'étais au milieu, au niveau d'un arbre sacré. Après, subitement, un vent, je n'ai pas compris, un vent est passé, m'a bousculé. Une fois, je suis tombée. Je me relève, ça me même vent me bouscule encore 2 fois. Donc, quand je me suis tombée, je me suis relevée, je suis encore retombée. J'ai prolongé au niveau de l'endroit sacré dans un petit champ. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu une cicatrice, j'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, comme tu vois, je suis tombée. Elle me dit maintenant que c'est mon papa qui passait. Peut-être qu'il a voulu me protéger de quelque chose parce que j'étais obligée. C'est moi la seule qui est tombée. Et comme il m'aimait beaucoup, j'avais porté le nom de sa mère, le prénom de sa soeur. Donc, il m'aimait tellement que et peut-être qu'il a voulu me protéger de ses esprits. Je ne sais pas, parce qu'on devait chercher un totem le jour-là. Voilà, alors étant fatiguée, épuisée, moi je m'en vais, je me couche dans le salon de mon papa parce que dans une concession, malgré qu'il a plusieurs femmes, chaque femme a sa petite maison et sa petite chambre. Donc s'il veut manger, il va venir manger chez toi, ou s'il veut dormir avec toi, il vient dormir chez toi. Donc c'est un peu ça en fait. Voilà, alors que le moment que on devait chasser le totem de mon papa, je suis allée me coucher dans la chambre de mon papa, au salon de mon papa. J'étais couchée, j'étais fatiguée, je ne sais pas ce qui m'a pris le jour-là, mais j'étais fatiguée, je suis allée me coucher. Mon grand frère vient me dit, ne dors pas là, va dormir dans la chambre parce qu'on va chercher le totem de papa. Parce qu'on ne doit pas te voir. J'ai dit, ok, j'ai compris.
Alors là, quand il part, je me suis alors plongée, je sais pas, je me suis plongée dans un sommeil profond. Déjà, quand on te porte comme un cadavre, tu comprends rien. Je n'ai rien compris comment est-ce qu'on m'a porté, comment on a fait pour je n'ai rien compris. Comme un cadavre, j'étais comme un cadavre le jour-là. Un sommeil très, très, très profond. C'est alors que mon grand frère, il vient, il me trouve, il me porte, il me met dans la chambre de la première femme, de l'autre côté de la concession. Voilà, alors je me réveille le matin, je me dis, ok, comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Pourtant, je savais très bien que je dormais dans le salon de mon papa. Avant que mon grand frère me dise, c'est lui qui m'a porté parce que je dormais profondément et je ne pouvais pas, sinon, à chaque d'hôtel de mon papa, il devait partir avec mon âme. Ok, et je lui ai demandé alors donc comment est-ce que ça s'est passé. Il dit que mon papa s'est transformé en châtique. Voilà, donc ce sont les chefs, les notables, les initiés des gnangnang, ceux qui dansent traditionnels, la son qui étaient là pour chasser le thème de papa. On dit on les fouettait, qu'on prend une chicotte, on le fouette, il pleurait comme un chat, donc il miaulait. Il s'est transformé en châtique et miaulait. Et quand il partait, les enfants ne doivent pas pleurer parce que si les enfants pleurent, ils prennent la voix. Les mamans ne doivent pas parler sinon on va prendre la voix. Et les lumières doivent être éteintes dans chaque maison. Tout le monde reste tranquille, pas de bruit. Donc, on dit dans la concession, son nom, c'est le chat, les pleurs du chat qui résonnaient dans toute la concession. Voilà, alors je t'assure DMG, avant qu'on échappe le thème de papa, dans notre concession là, il faisait un froid intense. Comme si on t'avait pris tout le corps, te mettre dans un congélateur à partir de 18h, le froid qu'il y avait là-bas. Mais pourtant, ailleurs, il n'y avait pas un DMG. Ailleurs, il n'y avait pas, il y avait un froid intense qu'on ne comprenait pas. Donc 18h, on ne pouvait même plus dehors parce que le froid était trop fort. Tu vois, tu tremblotes comme si tu t'avais mis dans un congélateur. Voilà, alors qu'après, on a cherché tout mon papa, ma maman, tout le monde sont rentrés, tout le monde est rentré après ça, on a fait le veuvage. Au niveau de veuvage, on voulait faire le truc. Quand tu fais le veuvage, c'est toi qui as tué ton papa, la calebasse ne part pas. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais juste pour te dire que, franchement, mon papa, j'ai eu... en fait, juste pour te faire comprendre que lorsque tu ne connais pas ton papa, DMG, franchement, je sais même pas quoi dire en fait. Je sais pas parce que je suis dépassée. Actuellement, l'amour d'un père, je n'ai pas connu. Et je dis la leçon à tirer, c'est quoi? Je n'ai pas encore voulu entrer dedans, sinon ça serait trop long. Donc, je ne voulais pas. J'ai juste coupé cette partie. Et la morale de l'histoire, c'est essayer, même si vous avez l'opportunité d'être polygame. Pardon, certains hommes-là essayaient de modérer votre polygamie. Il n'avait pas seulement une seule, deux seules femmes, ni trois, il avait jusqu'à 6. Et la il n'a pas donné d'enfants. Donc, actuellement, en tout, il avait 21 enfants. 21 enfants avec 4 femmes. Avec 5 femmes, pardon. 21 enfants avec 5 femmes. Et du coup, aussi, juste pour faire comprendre que les mamans qui séparent les enfants de leur père ou les pères qui abandonnent leurs enfants, s'il vous plaît, vous pouvez vous séparer de leur mère, vous pouvez vous séparer du corps, oui, mais l'enfant, n'abandonnez jamais votre enfant parce que l'enfant a besoin de l'amour des deux parents. Je te jure, DMG, où tu me vois là, parfois quand je vois même les enfants avec leur papa, comment ils font, moi je suis là, je pleure parce que je n'ai pas connu l'amour d'un père en fait. Je n'ai pas eu cet amour-là et tu vois, donc j'ai toujours eu une rancœur avec même s'il est décédé, je pleure parfois parce que j'ai besoin de cet amour, ça me manque énormément. Mais actuellement, j'ai toujours une rancœur toujours, même s'il est déjà décédé, mais j'ai toujours eu haine dans mon cœur avec mon papa. Et s'il vous plaît, n'essayez jamais de séparer vos enfants de leur père. Essayez de combler le vide là pour que les enfants ne ressentent pas le vide d'un papa. Parce qu'avoir ces deux parents, c'est très important. Parce que dans la vie d'un enfant, le père, il y a une place et la maman a une place. Donc, c'est vice-versa. N'essayez jamais de séparer l'un des parents à un enfant. Merci DMG, c'est encore moi et franchement, je te remercie. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager.
Merci. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. Parce que franchement, j'ai toujours, à chaque fois qu'on me dit, ça c'est la 10e fois, j'ai plus voulu trop entrer dans les détails, sinon je devais être à commencer à pleurer encore comme parce que des situations précédentes. Donc merci encore et franchement, je te remercie énormément. Bonne journée à vous et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Là, j'ai été tellement petite. Là où on l'a mis, là où il devait dormir, il était seul. Et la maison, là, était tellement petite. Donc, la nuit, quand il dormait, il fait que regarder le plafond. Il disait au fond de son cœur, Seigneur, tellement la maison, là, est petite. C'est-à-dire que si le serpent apparaît, là, je vais faire comment pour sortir. Tout d'un coup, quand il parle comme ça, là, il est clair. Il voit un gros boa ou un gros python. C'est-à-dire que le python était enroulé sur le bois en haut et le fixait. C'est-à-dire que s'il s'endormait là, c'est sûr que le python allait l'avaler. C'est-à-dire qu'il a seulement dit, il ne sait pas mais comment, mais il s'est retrouvé dehors. Il ne sait pas comment il a fait pour se lever là, mais il s'est retrouvé dehors, en tout cas à la cour. Il a commencé à crier, oh le serpent, le serpent, le serpent. La tante de ma tante là, à sa tante qui restait au village là, elle dit, oh, il est où? Pas appeler les autres, moi je vais rentrer, je vais suivre le serpent pour qu'il ne s'échappe pas, pour voir là où il va sortir, pour voir là où il va rentrer, pour qu'il ne se cache pas. Donc le temps qu'il crie là, le temps que les hommes prennent les machettes, machin et tout là, quand il rentre là, il trouve la tante debout. Le serpent où? Oh, le serpent a fui. Le serpent a fui. C'est là où la mère de ma tante là n'a même pas tardé. Elle a seulement dit que vous là, le pauvre est venu nous rendre visite. Vos choses que vous faites ici là, c'est pas avec tout le monde qu'il faut faire ça. Si j'entends encore que vous avez effrayé un de nos invités, vous allez me sentir. Vous allez me sentir. Faut m'arrêter votre vampire que vous aimez faire là. À chaque fois que vous aimez faire ça, soit un étranger arrive, soit vous le tuez, soit il y a toujours un problème. Il y a quoi? Vous voulez quoi? Hein? Il y a quoi? Elle a commencé à parler dans notre cour. Elle a dit que si elle entend seulement encore un truc comme ça là, elle-même, elle va sortir. Ils vont la voir dans la cour là. Donc déjà le serpent là, c'était le serpent de la tante en question qui est rentré pour mentir, de dire que oh, je veux voir dans quel trou il est rentré là. Donc quand elle est rentrée là, elle a vite fait rentrer son totem dans le trou pour qu'il parte. Le totem était là, donc c'était pour avaler, pour piquer mon oncle là, pour qu'on dise que oh, il est mort le lendemain ou quoi. Je dis qu'Afrique, il y a vraiment des choses bizarres qui se passent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.